Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. Elle reste le premier personnage féminin porté à la tête d'un gouvernement au Togo, Victoire Sidemiro Tomenga Dogbe, et à sa prise de fonction, elle s'est engagée à gouverner autrement. Dans le style et la méthode, il y a du nouveau, comme ce bilan des 100 jours d'exercice du pouvoir, mais dans le fond, est-ce que les résultats suivent? Y a-t-il des éléments, des actions concrètes à se mettre sous la dent? C'est ce que nous allons voir avec notre invité de cette semaine, le ministre togolais en charge de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Gilbert Badilem Bayena Bawara, qui nous fait l'honneur d'être une fois encore au plateau de New World Forum. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur Boko. C'est un honneur de vous avoir aujourd'hui. C'est un grand plaisir aussi de répondre à votre invitation et de participer sous l'autorité de Madame le Premier ministre à édifier davantage nos concitoyens sur l'action gouvernementale et naturellement les défis qui se posent à notre pays. Il faut dire que vous avez un peu manqué à nos écrans. Est-ce que c'est le coronavirus? Non, je ne crois pas qu'il soit nécessaire pour moi d'être tout le temps présent. Nous avons des porte-paroles très efficaces qui font bien le boulot. Et puis, je dois aussi dire que nous traversons quand même une période assez délicate qui font qu'il n'est pas nécessaire de s'exposer lorsque cela n'est pas nécessaire. Mais chaque fois que vous m'avez invité, j'ai répondu favorablement à votre invitation. Tout à fait, et nous vous en remercions vivement. Alors, pour revenir à notre sujet, alors, quel message a-t-on voulu faire passer à travers les 100 jours du nouveau gouvernement, du gouvernement Victoire Dogbe? Vous savez, l'action gouvernementale, l'action publique est comme toute action humaine. Elle a besoin à la fois d'horizon, elle a besoin de lignes directrices. Et il était important qu'après les 100 jours, que le gouvernement, sous la coordination de Madame le Premier ministre, soit en mesure de montrer aux Togolais qu'il y a un cap, il y a un horizon, il y a un sens dans l'action publique qui est menée. C'est vrai qu'il est de coutume de parler des 100 jours des dirigeants et donc notre pays n'y échappe pas. Je voudrais surtout insister sur le fait que nos concitoyens ont le droit de savoir, de comprendre ce qui est en train d'être fait, où le chef de l'État et le gouvernement sont en train de les mener. Ils ont le droit de, éventuellement, en comprenant, en sachant ce qui est en train d'être fait pour notre pays, éventuellement de manifester leur adhésion, de manifester leur soutien, mais ils ont aussi le droit, en étant éclairés, en étant informés, de formuler des critiques qui peuvent aider si ces critiques sont guidées par le souci de voir les choses aller mieux. Ces critiques peuvent aussi améliorer, redresser l'action gouvernementale. Et donc, je crois que c'est un très bon exercice et qu'il est important que ceux qui dirigent puissent le faire. En fin de compte, il est aussi déterminant de montrer aux Togolais que le président de la République a une vision qui est constante depuis qu'il est aux affaires en 2005. Il a pris des engagements à l'occasion de l'élection présidentielle du 22 février 2020. D'ailleurs, c'était l'unique candidat qui avait un vrai projet, un programme, des engagements, des promesses. Et donc, nous devons nous assurer que les engagements du président de la République, les promesses qu'il a tenues et le projet qu'il a défendu auprès des Togolais, nous devons continuer à étayer cela, à l'exécuter, à les exécuter et à faire comprendre aux Togolais les pas qui sont franchis, éventuellement les difficultés qui peuvent se présenter. Justement, est-ce que les 100 jours peuvent être significatifs dans le contexte togolais où nous sommes dans un régime de continuité? Vous l'avez dit, vous êtes aux affaires, ça fait quand même un temps. Est-ce que 100 jours, ça représente quelque chose de significatif? Mais bien sûr que ça représente quelque chose. D'abord, n'oubliez pas que nous sortons d'une élection présidentielle qui marque une étape importante dans la vie démocratique de tout pays. Et à l'occasion de cette élection présidentielle, il y a un projet qui a été défendu, il y a des engagements qui ont été pris. Et c'est sur la base
de ce projet de société, des ambitions qu'incarne le chef de l'État, qu'un nouveau gouvernement a été mis en place. C'est vrai, il y a une déclaration de politique générale qui est faite à l'Assemblée nationale, mais après 100 jours, ce qui correspond d'ailleurs à une tradition démocratique et républicaine, non seulement au Togo, mais un peu partout à travers le monde, il est important de dire aux Togolais que la vision du chef de l'État, les ambitions, le projet, les engagements sont en train d'être tenus et que les perspectives sont bonnes pour notre pays, que nous sommes en train d'avancer. Et donc, c'était judicieux, c'était très pertinent de l'envisager. Une façon de dire aussi que l'avion a pris son envol correctement. Vous savez, l'action de l'État, c'est une continuité. Et je comprends la continuité à laquelle vous avez fait référence tout à l'heure. Mais tous les observateurs, nos concitoyens, voient bien que notre pays est en train de se transformer, qu'il y a des étapes qui sont franchies, qu'il y a des progrès importants qui sont réalisés. Et donc, il est très important de mettre en évidence cela et de veiller à ce que nous soyons un peuple optimiste et confiant, à la fois dans nos atouts, dans notre potentiel à aller vers l'horizon qui est recherché, avoir un pays qui est en paix, qui est stable, qui vit dans la sécurité, avoir des populations qui ont accès aux services essentiels de base, dans l'éducation, en matière d'eau potable, en matière de santé, s'assurer que notre agriculture continue à avancer, que nous produisons suffisamment à la fois pour nourrir nos concitoyens, que nos producteurs ont accès au marché, que nos produits peuvent être transformés et créer à la fois de l'emploi et contribuer à la prospérité de notre pays, que notre port continue à maintenir sa compétitivité, que nos infrastructures continuent à être modernisées, que nos villages, nos villes continuent à être électrifiées. Tout cela, c'est une dynamique, c'est un processus et il est important de l'expliquer à nos concitoyens et même d'être à leur écoute. Parce que, comme je l'ai dit, il est possible que nous sommes des êtres humains, des femmes et des hommes. Et donc, nous pouvons être faillibles, nous pouvons ne pas totalement remplir les attentes de nos concitoyens. Donc, s'il y a des critiques, nous pourrions nous améliorer et améliorer la conduite de l'action gouvernementale. Et si nous ne disons pas ce que nous faisons, il est possible que la désinformation, l'intoxication puisse prendre le dessus. En toute hypothèse, M. Bokor, le reproche qui nous a souvent été fait était le déficit de communication. Alors, naturellement, il ne s'agit pas de se lancer dans la surinformation, mais de trouver le bon équilibre pour progressivement expliquer aux Togolais, étayer l'action gouvernementale, dire ce que nous faisons et éventuellement susciter leur mobilisation. Parce que nous sommes aussi dans une optique de gouvernance concertée qui nécessite la mobilisation de toutes les énergies. Même ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, ils peuvent formuler des critiques, ils peuvent faire des propositions et nous avons l'obligation d'être à l'écoute des opinions qui ne sont pas nécessairement celles que nous souhaiterions entendre. Tout à fait, il y a des critiques, hein, on va vous les remonter tout à l'heure. Je rappelle que dans la seconde partie, nous consacrerons quelques minutes aussi aux téléspectateurs qui nous suivent du Togo et d'un peu partout dans le monde qui pourront vous poser des questions par écrit. 96 46 10 31, procédé de l'indicatif du Togo, 228 96 46 10 31. Questions par WhatsApp et non des appels. Monsieur le ministre, vous êtes un des plus expérimentés du gouvernement. Vous avez vu passer beaucoup de choses. Vous avez d'ailleurs fait beaucoup de portefeuilles ministériels, la coopération des affaires étrangères. Vous avez fait un peu la planification aussi, administration territoriale. Vous êtes au niveau de la fonction publique aujourd'hui. À l'aune de cette expérience, qu'est-ce qui a concrètement changé selon vous dans la méthode de travail du nouveau gouvernement? Je voudrais rectifier un tant soit peu. Je n'ai jamais été ministre des Affaires étrangères. Oui, vous avez fait la coopération. Alors, donc, oui, j'ai fait la coopération avec le plan et l'aménagement du territoire. Du territoire, tout à fait. Alors, cela étant, en tant que ministre, répondant à un premier ministre, chef du gouvernement, il ne m'appartient pas véritablement de juger ou d'apprécier. Je peux néanmoins observer
qu'il y a un certain nombre d'innovations. Et ces innovations sont induites aussi par le contexte. Vous savez, le président Faure Gnassingbé est un des présidents les plus expérimentés dans notre sous-région. Oui, le jeune vin, comme d'autres. Oui, je dis, il est très expérimenté. En tout cas, nous voyons, nous n'avons pas à rougir dans sa conduite des affaires de notre pays en comparaison avec tout ce que nous observons ailleurs. Il est apprécié pour la manière dont il conduit les affaires publiques, notamment son tempérament. Il ne parle pas beaucoup, il agit davantage. C'est un homme d'écoute et de dialogue. Et aujourd'hui, après avoir franchi un cap dans la dynamique de transformation de notre pays, en 2018, nous avons mis en place un plan national de développement. Le 22 février, les Togolais sont allés aux urnes. Ils ont renouvelé leur confiance au chef de l'État. Et à l'occasion de cette élection, il a défendu un projet et pris des engagements. C'est là important de souligner. C'est un élément important. Deuxièmement, et malheureusement d'ailleurs, à la sortie de l'élection présidentielle, au cours de la première semaine du mois de mars, je pense que c'était déjà le 6 mars, notre pays a été touché par la pandémie qui continue de sévir, le coronavirus. Et cela est un facteur aussi déterminant. C'est tous ces éléments-là qui ont concouru sans doute à la manière dont le président de la République a formé son gouvernement en liaison avec Madame le Premier ministre. Et tous ces facteurs peuvent aussi induire ce que nous pouvons considérer comme des évolutions ou des innovations dans l'action du gouvernement et dans la manière dont Madame le Premier ministre coordonne l'équipe gouvernementale. Beaucoup d'humilité, beaucoup d'esprit d'équipe et de collégialité, une vision très claire parce que nous ne pouvons pas naviguer à vue parce que nous avons un cadre qui est tracé, nous avons une vision qui est là, nous avons des ambitions qui sont précises. Il y a une feuille de route avec un nombre limité de projets et de réformes qui découlent des ambitions du chef de l'État, du projet de société qu'il a défendu au cours de la campagne, mais en même temps qui tient compte des répercussions et des impacts de la crise sanitaire que nous sommes en train de traverser. Alors, sur cette base-là, on peut constater qu'il y a beaucoup plus d'esprit d'équipe, de collégialité. Il y a nous sommes beaucoup plus focus. Nous sommes concentrés sur ce que nous devons faire. Et naturellement, vous êtes en train de le constater par vous-même, nous venons d'en parler. Il y a sans doute une amélioration de la communication. Mais ça aussi, c'est à l'image de la vie humaine. Quand on chemine, quand on est sur une voie, quand on mène une action, on tire des leçons, on tire des enseignements et on s'améliore. Et donc, cela ne veut pas, je ne pense pas qu'il faille nécessairement opposer l'actuelle équipe gouvernementale et son chef. Et par rapport aux autres équipes gouvernementales, il faut dire tout simplement que, tirant les enseignements et les leçons, restant à l'écoute de ce que les Togolais pensent de l'action gouvernementale, il y a des améliorations qui ont été apportées, notamment en termes d'opérationnalité. Madame le Premier ministre est beaucoup sur le terrain, les ministres sont sur le terrain. Nous sommes un des gouvernements de dialogue social qui, dans la continuité de ce qui était déjà fait avant l'actuel gouvernement. Mais est-ce que vous sentez derrière vous plus de pression? Parce que je sais que à votre prise de fonction, vous avez été contraint à signer un engagement, ce qui n'a pas été toujours le cas. Les conseils de ministres se tiennent plus ou moins régulièrement. Vous savez, être membre du gouvernement, c'est un honneur et un privilège. C'est une confiance qui est marquée aux femmes et aux hommes qui composent l'équipe gouvernementale par Madame le Premier ministre et particulièrement par le chef de l'État. La confiance, ça doit se mériter. Le privilège et l'honneur, ça doit signifier servir, contribuer à l'action
qui permettent d'améliorer les conditions de vie et des populations. Et sur cette base-là, hier comme aujourd'hui, un membre du gouvernement a une certaine pression. Pression parce qu'il y a des résultats qui sont attendus de lui ou d'elle, à la fois par ses patrons, le Premier ministre ou la Première ministre aujourd'hui, le Président de la République, mais surtout par les attentes de nos concitoyens. Alors donc, quand nous voyons les aspirations, les attentes des Togolais, quand nous regardons les ambitions que porte le chef de l'État, quand nous voyons là où il veut amener le pays, je pense que chacun doit se retrousser les manches. Mais je dois dire que cette pression doit peser sur chacun de nos concitoyens. À partir du moment où le président de la République veut associer l'ensemble des forces vives, l'ensemble des composantes de notre pays à l'action de développement, que nous voulons plutôt un bien-être pas seulement individuel, mais collectif. Alors, je crois que chacun doit se sentir motivé et engagé, apporter sa contribution là où il est. L'enseignant doit travailler consciencieusement, le médecin doit soigner avec le sens du devoir vis-à-vis des patients. L'agriculteur doit travailler en sachant qu'il ne travaille pas seulement pour nourrir sa famille, mais il travaille aussi pour contribuer à la prospérité du pays. L'investisseur doit prendre le risque de mettre en jeu ses moyens en disant il ne le fait pas seulement pour le profit, il le fait pour créer de l'emploi, contribuer à l'activité économique, contribuer à la croissance économique. Voilà l'esprit dans lequel nous devons nous sentir tous et toutes partie prenante d'une ambition collective. Parce que c'est ça que le président de la République souhaite. Je promets revenir sur le sujet, mais je voudrais ouvrir une parenthèse sur vous, les engagements que vous avez pris. Qu'est-ce que vous avez promis à la Première ministre doubler le salaire des fonctionnaires? Non. D'abord, ce n'est pas une question qui relève de ma compétence. Et puis, le salaire n'est pas fixé comme ça au hasard. Le salaire, c'est un tout. Je crois que nous y reviendrons. Un pays doit marcher de manière cohérente et harmonieuse. Et je crois qu'à la fois, il faut être sensible sur les conditions de vie et de travail des employés, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé, mais veiller aussi à préserver la compétitivité de notre économie, alléger autant que faire se peut les formalités et les charges en faveur des investisseurs et des entreprises, faire en sorte que tous les secteurs d'activité se tiennent. Alors, il faut à la fois investir dans les infrastructures, dans le capital humain, savoir avoir des femmes et des hommes qui sont bien éduqués, qui sont bien formés, faire en sorte que les investisseurs aient un cadre incitatif et attractif en matière d'investissement, payer ses impôts pour permettre à l'État de construire des écoles, de construire des hôpitaux, de construire des routes. Alors, vous voyez qu'on ne peut pas singulariser la question des salaires et oublier le reste des objectifs qu'une nation se doit de se donner et de conduire de manière globale et cohérente. Alors, pour revenir au compte rendu proposé par la chef du gouvernement elle-même sur un plateau de télévision, moi je l'ai suivi, mais ce qui ressort de sa présentation, ce ne sont que des bonnes notes. Est-ce à dire qu'il n'y a pas eu de difficultés durant les 100 premiers jours? On n'a pas senti de zone d'ombre dans le bilan que la chef de gouvernement a présenté? Non, nous sommes des femmes et des hommes. Donc, on ne peut pas... On aspire à la perfection. Mais il est possible, du point de vue de nos concitoyens, que certaines choses n'aient pas été faites à la hauteur de ce qu'ils espéraient, de ce qu'ils attendaient. Alors donc, moi, je ne crois pas, je n'ai pas noté chez Madame le Premier ministre un excès de confiance. J'ai plutôt trouvé une femme, une responsable politique, un chef de gouvernement, à la fois qui a confiance dans notre pays, qui veut insuffler un esprit d'optimisme aux Togolais, qui pense et est convaincu, et c'est notre conviction collective, que notre pays dispose de tous les atouts pour se propulser beaucoup plus loin par rapport à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et donc,
Ce n'est pas un optimisme béat, ce n'est pas un excès de confiance, c'est beaucoup plus, beaucoup de réalisme et la confiance dans le fait que les Togolais peuvent aller plus loin par rapport à la situation d'aujourd'hui. Mais de façon globale, dans la communication du gouvernement, de l'exécutif togolais, on ne vous voit pas régulièrement dire ce qui n'a pas marché. Est-ce que c'est une façon de cacher les zones d'ombre de temps en temps, est-ce qu'il n'est pas intéressant de dire sur ce volet-là ou tel autre? Je crois que c'est un grand homme d'État, Feu Simbe Yadima, qui disait qu'on ne peut pas danser et se regarder danser, s'apprécier et se regarder danser. Moi, nous sommes dans l'action et il est possible que dans la conduite de cette action, parfois, il y ait des manquements et des insuffisances. Il appartient à vous les journalistes, il appartient à nos concitoyens, y compris à travers l'exercice que nous sommes en train de faire, d'explication et d'information, d'attirer notre attention sur les manquements, sur les insuffisances. Et je vous dis que nous sommes un gouvernement d'écoute et nous ne manquerons de tirer profit de ces critiques et des propositions qui peuvent être formulées, si tant est que cela est guidé par des motifs nobles, pour nous améliorer et permettre à notre pays de franchir d'autres étapes dans son élan de développement. Ah oui, nous sommes prêts à jouer ce rôle, à formuler les critiques, mais de temps en temps, on a peur du SCRIC. On va reparler de ce sujet tout à l'heure. Non, vous n'avez pas à en avoir peur. Nous sommes un pays démocratique. Nous sommes un pays attaché aux droits et aux libertés. Mais j'ai la faiblesse d'avoir travaillé dans les organisations internationales, notamment aux Nations Unies, et particulièrement aux droits de l'homme. Je peux vous assurer que la première des garanties des droits et libertés, c'est le respect de la loi, c'est le respect de l'état de droit, c'est la garantie de la sécurité individuelle et collective de la population. Si nous sortons de ce cadre, du respect des lois, de la sécurité publique, de l'état de droit, en ce moment-là, c'est les plus faibles qui seraient livrés aux plus forts ou les plus malins qui l'emporteraient sur les femmes et les hommes les plus honnêtes. Et donc, ce que nous cherchons à faire en tant que pouvoir public, ce n'est pas une question de gouvernement. En tant que pouvoir public, c'est de veiller à ce que les Togolais jouissent et exercent pleinement tous les droits et toutes les libertés et qu'ils jouissent également de la sécurité, mais dans un ordre qui est déterminé. Donc, ce n'est pas une particularité à notre pays. C'est dans ce sens que, quand il y a des manquements, par rapport aux lois qui existent, il faut veiller à ce que ces manquements soient constatés et aboutissent aux conséquences qui sont prévues par les lois et règlements. Donc, se rappeler les bonnes lois, surtout en ce qui concerne les journalistes, c'est le code de la presse. Donc, nous souhaitons justement que ce code de la presse soit appliqué. Mais c'est une parenthèse. On va revenir à notre sujet. On n'est pas là donc pour cette spécificité. Les 100 jours du gouvernement ont été marqués, comme un peu partout dans le monde, par la crise du coronavirus. La situation du Togo, de la pandémie, début octobre, le 1er octobre, quand le nouveau gouvernement prenait fonction, il y avait environ 1800 cas confirmés pour 48 décès au total. 100 jours après, je vais vous rappeler les chiffres d'il y a quelques jours quand je préparais cette émission. Alors, vous êtes passé de 1800 cas à 4450 cas confirmés au Togo pour 74 décès. Le bilan, il n'est pas très bon en ce qui concerne la maladie du coronavirus. Monsieur Boko, vous posez le problème de manière inappropriée. Vous auriez pu commencer à constater que dans la sous-région, de manière objective et honnête, en termes d'impact de la crise sanitaire, en termes de nombre total de cas, en termes de nombre de cas guéris, en termes de nombre de décès, nous sommes parmi les meilleurs. Vous auriez également pu constater que nous avons fait preuve d'anticipation et que nous sommes aussi un des pays qui est apprécié pour l'agilité avec laquelle certaines mesures ont été prises. Dès que les premiers cas ont été constatés, les mesures les plus appropriées ont été prises, notamment concernant les établissements scolaires, quand il fallait
confiner ou, disons plutôt, boucler certains quartiers, cela a été fait. Vous savez, pendant les fêtes, il m'est arrivé parfois de suivre certains de vos confrères, d'écouter certains de nos concitoyens, généralement des acteurs politiques, qui critiquaient la mesure qui avait été prise Et le couvre-feu avec durant le la période de couvre-feu. Et aujourd'hui, quand nous voyons ce qui se passe notamment dans la région des Savanes, tout le monde peut constater que le gouvernement a vu juste en faisant en sorte que les fêtes de fin d'année ne soient pas l'occasion d'un relâchement. Et malheureusement, comme tous les pays qui nous entourent n'ont pas fait la même chose, nous commençons à constater un rebond, une flambée de contamination. Alors, je voudrais vous dire que, de manière générale, nous avons fait preuve d'anticipation. Les mesures restrictives guidées par la protection de nos concitoyens, guidées par des impératifs de santé publique, ces mesures-là ont été prises. Et nous les avons prises toujours dans un esprit d'écoute, de concertation avec les acteurs économiques. Et chaque fois qu'il fallait assouplir, des assouplissements ont été également opérés. Nous avons mis en place les dispositions du point de vue sanitaire pour que la prise en charge et le traitement des cas avérés puissent être effectués dans de bonnes conditions. Et donc, moi, je pense qu'un mort, c'est un mort de trop. Un malade de plus, c'est un malade de plus de trop. Et donc, s'il y a quelque chose que nous devons faire aujourd'hui, alors que dans beaucoup de pays de la sous-région, je pense que nous suivons l'actualité, je ne vais pas citer des pays, mais on constate qu'il y a un rebond inquiétant de propagation et de contamination. Donc le gouvernement en appelle beaucoup plus au renforcement des mesures de précaution. Justement, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il On y a d'autres appelle mesures à la dans les jours à responsabilité venir? individuelle et collective plus forte. Portons les bavettes et les masques, respectons les mesures de distanciation, évitons les regroupements et attroupements, suivons scrupuleusement les consignes et les directives qui sont édictées par les autorités sanitaires et les pouvoirs publics, parce que ce qui se passe dans d'autres pays peut également nous arriver. Alors, mais à ce stade, nous pouvons dire, je ne dirais pas avec fierté, parce que nous sommes face à une pandémie, nous sommes face à une situation douloureuse. Nous pouvons dire en toute honnêteté que le gouvernement togolais, les autorités togolaises ont fait preuve à la fois d'anticipation et d'agilité. Et nous allons continuer à agir avec ce sens d'anticipation et de responsabilité. Et chaque fois que la protection de nos concitoyens le commande, les mesures adaptées seront prises. Et le gouvernement annonce qu'il se prépare à entamer des campagnes de vaccination le moment venu. Alors, avez-vous toutes les garanties de l'efficacité ou de l'innocuité de ces vaccins? Et d'ailleurs, lequel avez-vous retenu? Est-ce que vous êtes prêt à tendre votre voix, ou je ne sais pas si c'est la cuisse, à recevoir ce vaccin? Je vous ai dit que nous sommes un gouvernement qui fait preuve d'anticipation. Et donc, nous sommes en train de travailler à la fois pour nous assurer que dans les meilleurs délais possibles, dans un contexte où l'accès au vaccin n'est pas quelque chose d'aussi aisé, mais nous travaillons dans un esprit de coopération, de concertation, à la fois avec les pays de la CEDEAO. Vous avez dû voir le communiqué de la CEDEAO hier. Nous travaillons avec les autres institutions internationales. Il y a un cadre qui est là, mais à titre individuel, en tant qu'État, nous prenons les dispositions qui s'imposent pour que le plus rapidement possible, nous puissions disposer de vaccins. Et naturellement, il ne m'appartient pas, au moment où nous sommes en train de parler, alors qu'il y a un certain nombre de considérations techniques qui doivent être appréciées pour faire des choix, de vous dire que ce sera tel vaccin et tel autre. Maintenant, la question de savoir les inquiétudes face à l'innocuité ou non du vaccin, le Togo n'est pas un pays isolé, toute la communauté internationale. Les inquiétudes, les appréhensions qu'on peut avoir au Togo, les mêmes
inquiétudes et appréhensions peuvent exister partout sur le continent et dans le monde entier. Parce que je crois que c'est la première fois au monde que face à une situation totalement imprévue et imprévisible, il faut parer au plus pressé. Et donc, des mesures, des recherches ont été faites, des vaccins ont été trouvés. Sans doute qu'il n'y a pas suffisamment de recul pour apprécier tous les effets les effets secondaires, les effets secondaires de ces vaccins. Mais je pourrais dire que, heureusement, que nous ne serions pas, en tant qu'Africains, et notamment Togolais, les premiers à utiliser ces vaccins, à partir du moment où c'est déjà utilisé partout à travers le monde. Il y a près de 39 millions. Exactement. Donc, je crois que nous pouvons, à ce stade, faire confiance à la science et aux experts médicaux et nous dire que, comme il s'agit d'une action collective, je n'imagine pas que le monde puisse se lancer dans des hécatombes collectifs. Donc, vous êtes prêts, faisons confiance. Faisons confiance. Vous allez vous faire vacciner, vous? Bien sûr. Je me ferai vacciner. J'apprêterai ma caméra pour vous prendre à témoin. Non, il n'y a pas de problème. Non, je peux vous rassurer que nous donnerons l'exemple et nous ferons tout. Toutes les précautions seront prises. S'il y avait le moindre doute, nous partagerons cela avec nos concitoyens. Mais il n'y a pas un vaccin togolais. Donc c'est un vaccin mondial qui sont des vaccins fabriqués au niveau du monde, qui sont déjà utilisés. Donc nous serons aussi attentifs à ce que, aux observations ou aux effets secondaires éventuels qui pourraient se développer ici et là, et nous en tirons les conséquences. La pharmacovigilance. Mais dans ces conditions, beaucoup s'interrogent sur la réouverture des frontières terrestres. Vous qui êtes dans le secret des dieux, est-ce que ça va intervenir dans un proche avenir? Non. D'abord, on n'a pas de frontières tout seul. On a des frontières par rapport à d'autres pays. Nous sommes un pays important de l'UMOA et de la CEDEAO. Je pense que c'est le genre de questions qui méritent et qui font généralement l'objet de coordination et de concertation avec les pays voisins. Cela étant, nous avons démontré depuis le déclenchement de cette crise sanitaire que lorsque les considérations touchant à la protection et à la santé des Togolais le dictaient, les mesures adaptées ont été prises. Et s'il devait advenir que nous soyons amenés à fermer nos frontières avec d'autres pays, parce que cela est dicté par la protection et la santé des populations togolaises, nous veillerons à la fois à informer les pays voisins et les pays frontaliers concernés, et en toute hypothèse, nous prendrions les dispositions les plus adaptées sur cette base-là, mais toujours dans un esprit de concertation avec les pays voisins. Les 100 jours du nouveau gouvernement, mais on va les voir maintenant sous l'angle de votre portefeuille ministériel, le ministère en charge de la fonction publique du travail et du dialogue social. Les 100 jours ont été marqués à votre niveau sans doute par l'adoption d'un nouveau code du travail. Pour le dire très brièvement, en quoi la révision de ce code était-il nécessaire? Parce que l'ancien code ne date que de 2006, ce qui fait environ 14 ans. Il n'est pas aussi vieux que ça. Oui, il n'est pas vieux, mais vous devez aussi vous rappeler le contexte de 2006. En 2006, le pays est encore en crise politique et socio-économique. Et donc, nous n'avions pas suffisamment de recul pour réfléchir à certaines dispositions. Deuxièmement, nous pouvons voir que le monde du travail est en évolution très accélérée. Les modes de production, les technologies de l'information et de la communication, la digitalisation des activités humaines et notamment de l'économie, c'est important. Nous savons aussi que ces dernières années, notre pays a fait des réformes et pris d'importantes mesures pour améliorer la compétitivité de son économie et rendre le cadre des investissements beaucoup plus attractif. Et donc, ces facteurs combinés nous obligeaient à revisiter et revoir notre code du travail. Ce travail a été fait dans un esprit de dialogue et de concertation avec d'abord les partenaires sociaux,
Les organisations syndicales ont été largement associées, ont apporté des contributions. Les opérateurs économiques, à travers leurs fêtières, qu'il s'agisse du Conseil national du patronat, de l'Association des grandes entreprises du Togo ou de la Chambre de commerce et d'industrie, et même certains opérateurs économiques ont été consultés pour recueillir à la fois leur point de vue et leurs contributions. Alors, maintenant, c'est véritablement le fruit de cette réflexion concertée, conjointe. Les députés ont contribué énormément lors du débat parlementaire, en commission comme en plénière. Et donc, nous avons un nouveau code du travail qui a été adopté le 29 décembre 2020. Et je crois que vous n'avez pas aboli les droits de grève comme ailleurs. Alors, donc, ce code du travail, c'est un équilibre judicieux entre, d'une part, les attentes et aspirations des travailleurs qui demandent davantage de sécurité, de protection, ce qui est légitime, et d'autre part, les demandes et les attentes des employeurs ou des entreprises qui aussi souhaitent un peu plus de souplesse, de flexibilité dans les normes et la législation du travail. Alors, voilà le contexte général. Maintenant, en termes d'innovation, elles sont nombreuses. Je voudrais vous en citer tout simplement. Je vais vous y aider. Ouais. Je vais vous parler, par exemple, du contrat saisonnier, des conditions et des effets de rupture de contrat de travail, avec la notion précise de faute simple, de faute grave, de faute lourde. Vous avez également introduit le plafonnement des dommages et intérêts en cas de rupture abusive de contrat de travail. Alors, vous avez parlé aussi du chômage technique qui a été rallongé à 3 mois, voire plus, avec dérogation du ministre chargé du Travail. Le télétravail et le travail à distance ont été pris en compte aussi. Et à l'instauration d'une indemnité de fin de contrat pour les travailleurs, ce qui constitue environ un mois de salaire, l'obligation pour l'employeur de souscrire à une assurance maladie au profit des travailleurs. On n'a pas le temps d'évoquer toutes ces innovations, mais je voudrais prendre les derniers, c'est-à-dire l'obligation pour l'employeur de souscrire à une assurance maladie au profit des travailleurs. Est-ce que ce ne sont pas des charges supplémentaires pour les employeurs qui résignaient déjà à recruter? Ce sont des pressions supplémentaires. Est-ce que ça ne va pas décourager l'embauche dans un contexte caractérisé par le sous-emploi Mais, Monsieur Boko, avec cette connaissance parfaite des innovations et des améliorations apportées à notre législation du travail, je crois que vous pourriez... nous pourrions travailler ensemble à mon ministère. Mais non, c'est vrai. Je voudrais, cela étant, ajouter quelques innovations qui sont importantes. C'est notamment la typologie des contrats de travail. Vous en avez cité certains, mais aujourd'hui, nous avons des contrats adaptés aux activités. Alors, vous avez parlé de contrats saisonniers. Nous savons que nous voulons fonder notre croissance économique sur l'agriculture. Le secteur de l'agriculture, c'est un secteur où il y a des cycles d'activité. Donc, il fallait trouver des types de contrats adaptés aux activités agricoles. C'est la même chose en matière de tourisme et de culture. Il y a des saisons ou des périodes au cours desquelles il y a des fêtes culturelles, il y a des activités touristiques. Donc, ce type de contrat, le contrat saisonnier, est adapté à ces secteurs-là, l'agriculture, le tourisme, la culture. Même au-delà, même dans les Je médias, pourrais même vous parler du saisonniers. contrat de mission ou du contrat de projet. Aujourd'hui, nous avons un contrat de travail à durée déterminée qui ne peut excéder en totalité 4 ans. Mais si vous commencez à construire, si vous avez un chantier, il s'agisse d'un chantier de construction d'un bâtiment, d'un chantier de construction d'une route, qui va au-delà de 4 ans, mais qui ne peut durer indéfiniment. Vous n'aviez pas de contrat adapté. Aujourd'hui, vous pouvez donc avoir un contrat de mission, un contrat de chantier ou de projet qui va au-delà de 4 ans et qui est en réalité un contrat à durée déterminée à terme imprécis. Parce que quand vous lancez la construction d'une maison, vous pouvez vous dire que vous allez construire la maison en 2 ans, mais il est possible que vous la finissiez avant ou que vous la finissiez plus tard. On sait quand ça commence, mais personne ne sait quand Exactement. ça finit. Donc, c'est un contrat, c'est une innovation importante.
Et de manière générale, il y a beaucoup d'innovations en matière de contrat de travail. Je pourrais également citer le domaine de l'apprentissage et des stages, parce que nous avons constaté qu'il y avait parfois une fraude à la loi ou des abus, où des concitoyens sont utilisés comme stagiaires, comme apprentis, au-delà d'une certaine période. Et finalement, il y a une confusion. On ne sait pas si c'est véritablement des travailleurs ou des stagiaires ou apprentis, avec les conséquences qui peuvent en découler en matière de cotisation sociale. Il y a une clarification, à la fois avec le souci et la volonté de stimuler l'apprentissage et le stage, et en même temps de les distinguer du contrat de travail et donc de soustraire le stage et l'apprentissage aux cotisations sociales et notamment à l'assurance maladie. Vous avez cité l'assurance maladie, et votre question est de savoir si cela ne va pas créer une charge supplémentaire pour les entreprises et affecter l'embauche et l'emploi. Je crois que les entreprises, les employeurs, dans le dialogue que nous avons mené avant l'adoption de la loi, ont compris qu'il était de leur intérêt d'avoir des femmes et des hommes travailleurs et travailleuses en bonne santé. Si vous n'offrez pas une protection sociale suffisante à vos travailleurs, leur productivité et leur rendement peuvent s'en ressentir. Et donc, ce bien fondé-là, de la protection sociale sous forme d'assurance maladie obligatoire pour les travailleurs soumis au Code du travail, a été pleinement compris par les employeurs, notamment les entreprises, et je m'en réjouis. Nous allons continuer à travailler. Je dois dire aussi que le principe est fixé dans la loi que la cotisation, c'est une partie l'employeur, une partie le travailleur. Notamment, les travailleurs ne peuvent pas s'opposer au prélèvement en vue d'abonder, d'assurer leur cotisation au niveau de l'assurance maladie. Mais, Monsieur le ministre, la question que je voudrais poser maintenant sur cette loi que certains ont commencé par appeler d'ailleurs loi Barara, est-ce que vous avez les moyens de la faire appliquer, hein? Parce que le Togo est réputé avoir de très bonnes lois, mais c'est dans l'application que souvent ça pêche. Pour appliquer une telle loi, il faut avoir beaucoup d'inspecteurs de travail, ce que vous n'avez pas forcément aujourd'hui. Il faut avoir les moyens. Alors, comment allez-vous faire pour vous assurer de l'effectivité de la mise en vigueur de cette loi? Nous allons continuer d'abord à travers le dialogue social, associant les travailleurs et les employeurs à travers leurs organisations fêtières, les organisations syndicales, les organisations patronales, pour que chacun joue son rôle. Si chacun joue son rôle convenablement, la tâche du gouvernement et des autorités et des pouvoirs publics sera beaucoup plus aisée. Et donc, il ne faut pas s'attendre à ce que... D'ailleurs, lors de l'examen du projet de loi, certains avaient suggéré, aussi bien les syndicats que des députés, que tout contrat doit être avisé et validé par un inspecteur du travail. Et justement, nous leur avons expliqué que nous ne pouvons pas disposer de suffisamment d'inspecteurs, de contrôleurs du travail pour viser tous les contrats à travers le pays. Alors donc, je veux dire que nous sommes en train de travailler pour renforcer la formation des inspecteurs, des contrôleurs du travail, améliorer leur situation. Dans le cadre de la crise sanitaire, nous avons veillé à ce qu'ils puissent disposer d'un minimum d'équipements individuels de protection, parce qu'il fallait continuer à contrôler les conditions de travail dans les entreprises, à veiller à ce que les normes du travail soient respectées. Et donc, nous les avons dotés d'un certain nombre de moyens, mais ces moyens sont insuffisants. Ce que nous allons faire, c'est véritablement organiser des pools d'inspecteurs et de contrôleurs de travail par région. En revanche, renforcer et améliorer considérablement les moyens de mobilité. Parce qu'il est impossible d'imaginer que nous puissions disposer de suffisamment d'inspecteurs de contrôleurs de travail pour toutes les préfectures, pour tous les secteurs d'activité. Mais en revanche, en étant au niveau des régions, en disposant des moyens de mobilité, ils peuvent effectuer des missions de contrôle et de vérification et contribuer au respect des normes du travail et naturellement à ce que la loi, les innovations et les améliorations qui ont été apportées à notre code soient effectifs.
Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais pour clôturer peut-être sur cette question qui ne relève pas spécifiquement du Code du travail, c'est le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti, qui est resté bloqué depuis quelques années à environ $80, ça fait 35 000 francs CFA. Alors, que faire pour déplafonner ce SMIC? Le relever quand même, non, monsieur le ministre? Monsieur Boko, vous avez apporté la réponse à cela. Tout à l'heure, vous m'avez dit qu'en instaurant l'assurance maladie obligatoire, qui va peser en partie sur les employeurs, que ça risquait d'affecter l'emploi, l'embauche. Donc maintenant, vous me demandez s'il faudrait revaloriser, relever le SMIC. Et donc, ça aggraverait la préoccupation que vous aviez en me posant la question concernant l'assurance maladie. D'abord, je voudrais vous informer que notre SMIC actuel, autour de 35 000, correspond à la moyenne dans la sous-région. C'est la moyenne au sein des pays de l'UEMOA. Donc, il n'y a pas une préoccupation particulière à avoir. Maintenant qu'il y ait des aspirations à une amélioration, c'est légitime. Nous sommes d'ailleurs en discussion avec les partenaires sociaux. Je voudrais surtout dire que c'est l'une des questions dont la résolution pèse davantage sur la concertation et le dialogue entre les employeurs et les travailleurs. L'État ne devrait pas fixer d'autorité le niveau du SMIC. Si les organisations syndicales et les organisations patronales discutent, dialoguent et s'accordent là-dessus, le gouvernement approuverait. Mais je crois qu'il faut trouver le bon équilibre entre la compétitivité de notre économie, l'attractivité des investissements. Nous avons intérêt à avoir le plus grand nombre de Togolais qui travaillent plutôt qu'un petit nombre qui travaillerait et qui gagnerait beaucoup plus ou qui aurait un SMIC plus élevé. C'est des choix de société que nous pouvons examiner sans esprit partisan, sans esprit dogmatique, et nous dire qu'est-ce qui est bon pour le Togo. Est-ce que c'est de faire en sorte que le maximum de nos concitoyens trouvent un travail décent, bien rémunéré, ou bien c'est d'alourdir les charges qui pèsent sur les entreprises et les employeurs, avec le risque justement que vous avez relevé de rendre difficile l'activité économique, de réduire les capacités de création d'emplois. Et donc, il y a un bon esprit aussi bien du côté des organisations syndicales que du côté des organisations patronales. Nous allons continuer les discussions et le jour où il apparaîtra que cette question-là est prioritaire par rapport notamment à la création d'emplois, à l'attractivité de notre économie, à la préservation de l'activité économique, je pense que dans un esprit d'ouverture et de dialogue, nous aviserons. Merci, monsieur le ministre. Mais une catégorie de fonctionnaires continue de manifester des mouvements d'humeur, surtout dans le secteur de l'éducation. Il y a eu quelques arrestations au cours de la semaine et des interpellations de syndicalistes. On va y revenir dans la seconde partie de cette émission. Nous parlerons également un peu de politique, de l'actualité, de la conjoncture politique, avec des arrestations d'hommes politiques et un dialogue, un nouveau cadre de dialogue qui a été instauré dans la perspective de la tenue des élections régionales prévues peut-être pour cette année 2021. Mais on va parler de tout cela dans la seconde partie de cette émission, après une pause pour une nouvelle édition du journal. À la reprise, je rappelle aux téléspectateurs qui pourront vous faire remonter les critiques comme vous avez souhaité au 228 96 46 10 31. Mais également formuler des propositions. Exactement. Nous sommes à l'écoute. Mais là, nous marquons une pause pour une nouvelle édition du journal. À tout de suite pour la deuxième partie de New World Forum.